Il y a 25 ans tout pile, sortait sur nos écrans le chef-d'œuvre anarchiste de David Fincher, Fight Club. Un film visuellement incroyable à l'époque, d'une violence hypnotique, critique de la société de consommation et surtout qui faisait enfin la part belle à la chimie pour faire des savons et des trucs qui pètent. Et à l'occasion de cet anniversaire, on va donc se pencher un petit peu sur tous ces mythes du cinéma. Est-ce qu'on peut vraiment fabriquer du savon à partir de la graisse du boule? Est-ce qu'on peut dissoudre des corps? Et surtout, est-ce qu'il faut vraiment mettre du vinaigre sur une brûlure à la soude, hein? Salut Tom. Ouais, j'ai des potes un peu audacieux. Et puisqu'on est chez moi, on va en profiter pour parler un petit peu de pH. Hein, ça vous dérange pas? Toujours pareil, on s'abonne, on vérifie qu'on n'a pas été fallacieusement jarté par YouTube. Et pour ceux qui ont X ou Insta, venez vous abonner. Et pour ceux qui l'ont pas, juste faites comme vous voulez en fait, hein, c'est pas la peine de me le dire. C'est juste que si vous avez, je partage également d'autres trucs là-bas, des actus de la chaîne, comme quand je vous propose de participer à une vidéo, les calendriers des conventions, pour aller boire un verre, etc. Voilà, donc c'est pour tout ça, hein, et surtout aussi pour avoir les notifs si jamais YouTube décide à la place de ce que vous voulez regarder. C'est tout. Mais bref, pour cette vidéo, le plus important, surtout si vous avez des enfants, des neveux et nièces, des jeunes voisins qui sont au collège, au lycée, qui appréhendent un petit peu les cours de chimie, n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo. Ou si vous êtes vous-même marié de force à un enfant qui vient de faire sa rentrée, ah ben non, je suis con, non, si vous êtes marié de force, non, il y a peu de chances que votre femme ait accès à l'école, l'éducation, le droit de s'instruire, tout ça, quoi. Et en parlant de tout faire péter, j'ai 8 secondes pour vous dire que les nouvelles barres énergisantes YFood, c'est... Quoi? Non, mais c'est trop court 8 secondes là, je vais pas avoir le temps de dire que... Voilà, donc là, les moins de 30 ans, ils vont jamais comprendre cette vanne nulle, et les plus de 30 ans, j'ai pas eu le temps de leur expliquer que oui, YFood, c'est des boissons, mais également des bars pour ceux qui préfèrent mâcher. Oui, je vais pas garder ça sur le visage. Parce que les moins de 30 ans vont toujours pas comprendre la vanne. Donc oui, YFood, vous le savez, ce sont des boissons repas pratiques et équilibrées, idéales quand vous n'avez pas le temps. Mais ce sont aussi des barres bourrées d'énergie, parfaites pour quand vous partez courir par exemple, quand vous avez une journée marathon de jeune entrepreneur, ou juste la flemme. Non, personne vous jugera si vous avez la flemme. Avoir la flemme est un droit inaliénable. Un petit coup de mou, et hop, ça repart. Et bien sûr, vous avez le choix des saveurs, comme cette barre Raspberry Chocolate. Chocolat bérapé, raspberry framboise. Chocolat framboise. Oui, je suis bilingual. Qui vous apporte tous les nutriments nécessaires à booster votre journée. Et vous avez également coco chocolat blanc, brownie noisette grillée, et j'hésite à vous en parler. Bon, je vous en parle, mais ça sera pas de ma faute, hein. Si, du coup, ça sera de ma faute. Bref, vous avez également le caramel salé chocolat. Mamma mia! Et c'est tout à fait délicieux. Et avec très peu de sucre, donc parfaite alternative à d'autres barres chocolatées bien moins saines. Parce que ouais, c'est bourré de fibres, c'est bourré de protéines, c'est bourré de quasiment pas de sucre, et donc pas de pic glycémique juste après. Vous savez, le truc qui vous file un petit coup de boost, et puis que d'un coup, vous rêvez plus que de vous taper un sieston. Non, ici que du bon, de l'efficace, et en plus, même pas besoin d'eau, hein, parce que depuis le temps que l'autre il le dit... L'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça va bien finir par arriver. Cependant, si vraiment manger des trucs solides, c'est pas votre truc, YFood propose aussi des poudres à shaker pour vous prendre pour Tom Cruise de bon matin. C'est pas mal le matin pour remplacer les petits déj trop sucrés, ou pour le midi, quand vous n'avez pas le temps, ou entre deux réunions de personnes actives, et pour seulement 2,18 € le repas. Bref, YFood, c'est des barres protéiniques, des poudres à shaker, des boissons repas, des dizaines de goûts à choisir, dont le caramel salé chocolat pour les barres, banana peanut ou creamy cookie pour les boissons, ou... Bref, je vous laisse découvrir les offres en cliquant sur mon lien en description, et pour bénéficier de 10% de réduction avec le code Genius YouTube. Et vraiment de rien pour le salted caramel and chocolate. Que vous ayez fait un bac S ou pas, quel que soit votre niveau de chimie, vous avez tous déjà entendu parler du pH et les différents acides. Mais ça veut dire quoi, pH? C'est quoi un acide concrètement? Pourquoi ça peut dissoudre un corps, du métal, mais pas le téflon de nos poils? Bref, mettez vos lunettes de protection, aujourd'hui on va dissoudre des trucs, ça va gicler un peu. Pour comprendre ce qu'est le pH, il faut déjà revenir sur quelques bases de chimie. C'est chiant ça en fait. Et déjà, pourquoi la chimie a si mauvaise presse? Pourquoi c'est censé être un truc de nerd alors qu'en fait c'est carrément le truc le plus cool qu'on étudie au lycée, le truc le plus cool tout court en fait. La chimie, c'est les feux d'artifice, c'est des trucs qui explosent, le savon, les mentos dans le coca, c'est la couleur de nos peintures, le croustillant de nos pains au chocolat, le confort de nos pompes, les parfums, c'est tourner une poignée et pouvoir se balader sur les plus beaux cols de montagne sans se fatiguer, c'est Fight Club, c'est Breaking Bad, et tout bêtement, la vie. Donc non, vraiment, faut réhabiliter la chimie comme étant le truc cool par excellence.
Bref, précision, dans cet épisode, on va pas parler de la représentation quantique, mais bien de la représentation planétaire des atomes. Le modèle de Rutherford avec la petite boule au milieu, hein, qui est le noyau, et les petites boules autour pour les électrons. C'est pas ça en vrai, mais ça sera bien plus simple pour tout comprendre. Bien, donc un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui lui tournent autour. Et un élément chimique est déterminé par son nombre de protons. On en a déjà parlé 1 milliard de fois. Un proton, c'est de l'hydrogène, 6 protons, c'est du carbone, etc. Et un proton, c'est une charge positive. Donc, comme la nature aime pas les trucs qui sont pas équilibrés, non Yann, la nature ne t'aime pas. Oui, vous êtes des petites bouses, hein, des petites merdes bien pourries. Un atome est également composé de charges négatives, les électrons. Donc le carbone, constitué de 6 protons, possède de manière égale 6 électrons. Il est équilibré, tout ça, pipouze. Mais pour être tout à fait complet, un atome a besoin de remplir une autre propriété. Il doit avoir un certain nombre d'électrons. Ouais, c'est pas comme le nombre de dents par habitant à Vierzon, hein, c'est pas chacun qui décide ici. Là, il faut un nombre précis. Soit 2, soit 10, soit 18, et on s'arrête là, ça suffira pour comprendre ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et le carbone, il en a que 6, c'est pas bon, il lui en manque 4. Sauf qu'il n'a pas le droit de s'ajouter des électrons comme ça, sinon il y aurait un déséquilibre de plus et de moins. Ou alors il faudrait plus de protons, mais ça serait plus du carbone du coup. Dans un atome, les électrons sont rangés par couche, par un niveau d'énergie plus précisément, mais juste ici retenu par couche, ça suffira très bien. Et la dernière, celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la couche de valence, si vous en avez déjà entendu parler. Et sinon, c'est pas grave, hein, pas besoin de retenir ce barbarisme, Osef. Mais en vrai c'est très simple, on peut faire une analogie avec un bus par exemple. Sur la première rangée, vous avez 2 sièges. Le bus ne va pas démarrer si les 2 sièges ne sont pas complets. Deuxième rangée, il y a 8 sièges. Ouais, c'est un bus un peu chelou. Et les sièges de la deuxième rangée ne peuvent se remplir que si la première est déjà pleine. Et donc, si on a 6 passagers en tout, le bus ne pourra pas démarrer. Il faudra attendre de remplir les 4 sièges restants. Et ainsi de suite. Bon, sauf que mon exemple est un peu naze parce que l'atome, lui, il démarre pas. Il s'en fout, c'est un atome, quoi. Il est nihiliste, il se fout de tout. Pâques, je m'en fous, le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Bon, ok, l'analogie est complètement foireuse, mais ça permet de visualiser le truc des différentes couches. Donc maintenant, le problème, c'est comment faire en sorte qu'un atome soit complet. Si on prend le cas de l'hydrogène, on a une charge positive et donc une charge négative qui tourne autour, un électron. Il en manque donc un pour compléter sa couche électronique. Oui, du coup, lui, il en a qu'une seule. Mais si on rajoute une charge négative, lui va moyennement aimer. Il faut donc qu'il aille chercher un électron ailleurs. Mais là encore pareil, celui à qui il va le voler va moyennement aimer aussi, puisqu'il se retrouverait avec une charge positive, sans charge négative en face pour équilibrer. Donc les atomes se sont arrangés entre eux dans un pacte mutuellement profitable. Ils se collent ensemble pour se partager leurs électrons, tout simplement. On ne trouve donc pas d'hydrogène pur dans la nature, mais des molécules de 2 atomes d'hydrogène collés ensemble, et qu'on appelle donc le dihydrogène. On a 2 charges positives, 2 électrons, chaque atome a sa couche d'énergie complète. Tout va très bien pour eux, la vie est belle. Et les couches se répartissent comme ça. Il en faut 2 pour la première ligne, 8 pour la deuxième couche, 8 pour la troisième. Si un atome n'a pas le nombre complet d'électrons autour de lui, il est incomplet, et il va donc chercher à s'associer à d'autres. Et vous connaissez tous ce tableau, hein, s'il est rangé comme ça, c'est pas un hasard. Mais hasard de dingue! La première ligne, il y a 2 atomes, puisque il y a 2 électrons sur la première couche. La deuxième ligne, il y a 8 atomes pour les 8 électrons de la deuxième couche. Et pareil pour la troisième, 8 éléments, parce que 8 électrons sur la dernière couche. Et après, on s'en fout, ça devient plus complexe, mais voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si on prend le cas du carbone, ici c'est le numéro 6, parce que 6 protons, très simple. Et donc 6 électrons, soit 4 sur sa couche de valence, sa dernière couche électronique, vous avez compris le truc. Il va donc chercher 4 électrons pour pouvoir remplir sa dernière couche. Il a 4 électrons à prêter, et en cherche 4 en retour. Il va donc par exemple s'associer avec 2 atomes d'oxygène. 8 électrons chacun, il en manque 2. Le carbone va donc prêter 2 électrons à chaque atome d'oxygène, qui vont prêter 2 en retour. Chaque atome se retrouve donc avec bien 10 électrons autour d'eux. C'est parfait, la vie est belle, tout le monde est content. Sauf nous, puisque la molécule est très solide, on voit bien ici une double liaison entre chaque atome, et participe à nous faire des étés de plus en plus invivables. Mais c'est pas le sujet ici. Il y a donc des liaisons qui se font très facilement, d'autres qui demandent du temps et de l'énergie pour se faire, et à l'inverse, des liaisons qui sont très fortes et d'autres qui sont très faciles à casser. Il y a des atomes qui vont rester ensemble, et d'autres au contraire, c'est plus un arrangement mutuellement profitable que l'amour fou. Certains atomes vont se barrer à la première occasion, et c'est ce qui se passe avec un des acides les plus connus, par exemple, l'acide chlorhydrique. Vous avez déjà tous vu passer quelque chose qui ressemblait à ça dans les films ou les séries. Oh, c'est dégueulasse, merde. Si on reprend notre tableau, on voit bien que c'est assez évident. Ici, on a le chlore, il a 17 électrons, il lui en manque donc 1. C'est assez logique pour lui de s'associer avec l'hydrogène. Chacun se file un coup de main et tout le monde est content. Sauf que cette liaison est quand même assez faible et l'hydrogène va se barrer à la première occasion et se foutre à la colle avec de nouveaux potes, comme par exemple de l'eau.
Parce que oui, on dit l'oxygène, tout ça, c'est un petit fifou quand même. Hein. Il est ce qu'on appelle électronégatif. Alors, je rentre pas plus en détail, mais l'ami Oubian en a fait une vidéo complète que je vous mets bien entendu en description. Qu'est-ce qui crée cette force d'adhésion entre l'eau et le verre? C'est dégueulasse. Tu es tellement décevant sur tant de plans différents. Non, mais la vidéo est bien en vrai, hein. Même sa chaîne entière. Hein. Mais si... Bref, abonnez-vous, vous verrez. Donc oui, l'eau est constituée de molécules avec un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Toujours pareil, hein, oxygène 8, il lui en manque donc 2 pour être bien. Les 2 hydrogènes sont donc parfaits. Seulement voilà, l'oxygène est un petit coquin. C'est un peu l'abbé Pierre des atomes. Un trouble avec 2 hydrogènes, c'est sympa, mais de temps en temps, il aime bien sentir un petit peu le cul à un 3e hydrogène, comme ça, de loin. On ne sent pas le cul. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Et dans le cas de notre couple chlorure d'hydrogène, l'hydrogène ne se sent pas vraiment épanoui. Il va donc céder très facilement aux sirènes de notre bourreau des cœurs, et bim, molécule H3O+, laissant le chlore tout seul avec un électron qui manque. Mais la nature n'aime toujours pas ça, c'est pas équilibré, c'est pas propre. On a donc un hydrogène, ce qu'on appelle un ion H+, ici, qui sent qu'il se fait un petit peu carotte dans le groupe, et qui va chercher de manière plus ou moins énervée à se trouver un nouveau foyer plus accueillant, quitte à briser des familles, voyez. Si vous voyez cette notation barbare, pas d'affolement, c'est très simple. On a des briques de Lego arrangées d'une certaine manière au début, une réaction, et bim, on a toujours les mêmes briques, mais dans un autre arrangement. Ici, c'est juste le H qui est passé d'une molécule à l'autre, et on ajoute un plus et un moins, vu que leurs couches électroniques ne sont pas complètes. Ouais, habituellement, on note pas les plus et les moins, parce qu'il n'y a pas besoin, mais là, c'est utile. Pour les habitués du nucléaire sur la chaîne, c'est comme quand on rajoute le numéro de l'isotope. Voilà, des fois, c'est utile, des fois non. Là, c'est utile. La molécule de chlorure d'hydrogène est assez fragile et facile d'arracher l'hydrogène pour le coller à autre chose. L'équilibre des forces est plutôt en faveur de cette forme-là, de cet arrangement-là, plutôt que de celui-là. Et dans ce cas-là, toutes les molécules vont donc réagir avec l'eau. À la fin, il ne restera que ces molécules-là. C'est donc ce qu'on appelle un acide fort. À l'inverse, il y a des équilibres plus subtils. Par exemple, l'acide éthanoïque, le H passe d'une molécule à l'autre, et donc il va rester de l'acide à la fin de la réaction. L'équilibre est plus nuancé. C'est un acide faible. Dans le cas d'un acide fort, toutes les molécules se transforment. Dans le cas d'un acide faible, ça peut varier. L'équilibre va se faire plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Et donc le pH dans tout ça? Ça va, merci. Dans le cas d'un acide fort, on va calculer la concentration d'acide dans la solution. Et dans le cadre d'un acide faible, le calcul est un poil plus complexe. Je vous l'épargne, hein, je vous mets en lien une vidéo qui en parle un peu plus en détail. À moins d'être en bac S, il y a peu de chances que ça vous intéresse plus que ça. Puis tout à l'heure, je parle de bac S, en fait, je crois que ça n'existe plus, non? C'est pas ça? Enfin bref. En description. Le pH va donc mesurer l'acidité d'une solution. Quand il est à 7, c'est de l'eau. Hein, on dit qu'il est neutre. Il n'y a pas d'ion H+ dedans. S'il est inférieur à 7, il peut y avoir une petite quantité d'acide fort ou d'acide faible. Et plus on descend dans cette notation, plus le truc est acide. Par contre, l'échelle n'est pas linéaire. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. C'est-à-dire qu'un pH de 5 sera 10 fois plus acide qu'un pH de 6. Et donc un pH de 1 sera 1 million de fois plus acide qu'un pH de 6. À peu près. Et parmi cette famille de produits, il y a également ce qu'on appelle des superacides, des acides ultra énervés qui ont des réactions différentes des autres acides. Comme un dont on a déjà parlé, l'acide fluoro-antimonique. Alors bon, on peut pas vraiment donner son pH, puisque ça dépend de la concentration dans une solution, mais lui il est très énervé. En fait, déjà à la base, c'est un mélange de 2 molécules dont j'adore le nom. Le fluorure d'hydrogène et le pentafluore d'antimoine. Retenez pas les noms, hein, mais juste je trouve ces blazes beaucoup trop cool. Say my name. Bonjour, je suis John pentafluorure d'antimoine. Et pourquoi il est plus énervé que les autres, celui-là? À la base, on a du simple fluorure d'hydrogène. Lui, comme d'hab, comme pour les autres acides, le H+ va se barrer très vite, laissant le F- tout seul comme un con. Mais tel un jeune déscolarisé va découvrir les joies de devenir supporter de l'OM. Non, on va pas... Non, j'ai dit qu'on fait plus les vannes sur l'OM. Les mecs sont trop susceptibles, ils sont trop chauds. À chaque fois, ça part en cacahuète dans les commentaires. Non, viens, on fait autre chose. Mais pas ça. Mais tel un jeune acteur hollywoodien en errance identitaire va découvrir les joies de la scientologie pour ne plus jamais en sortir. Voilà, là c'est bon, j'adore Tom Cruise, au moins pas de parti pris, je peux me foutre de sa gueule, tout va bien. F- va se lier de passion avec le pentafluorure d'antimoine pour former SBF6. Et ils ne vont plus jamais se séparer. Le retour en arrière pour H+, n'est donc plus possible. Le divorce est consommé, laissant donc notre ion avec une soif de vengeance équivalent à un Frank Castle doublé d'un John Wick. Il va tout défoncer derrière, même ce qu'il ne devrait pas. On a donc un ion H+ esselé, délaissé, abandonné, qui va alors sauter sur tout ce qui bouge. Et ça, c'est pas bon du tout.
Comme on l'a vu dans la vidéo sur Deadpool et Wolverine, les cellules, les objets, sont un arrangement précis de molécules rangées dans un certain ordre. Et si on vient rompre cette continuité et qu'on modifie les molécules, l'objet va perdre son intégrité. En touchant la peau, l'ion H+, va tomber sur des molécules aux liaisons un petit peu fragiles, où il va venir se coller sans scrupule, les cassant, les réarrangeant en d'autres molécules qui n'ont plus rien à voir, comme des gaz toxiques par exemple. Il va également pouvoir s'associer avec d'autres molécules d'eau, déshydratant le milieu, ou créer de la chaleur, ce qui va pouvoir brûler ou faire fondre tout ce qui entoure, entre autres réjouissances, ce qui va finir de tout bousiller et dissoudre les objets et les organismes. On a donc un joli petit arrangement de molécules en forme d'anadermas, un ion H+, et bim, on dirait la gueule à 12 par sec. Mais si un acide, c'est un ion H+, qui vient se coller à une molécule d'eau par exemple, et qui va vouloir tout détruire derrière, on a aussi la réaction inverse. Un H de la molécule d'eau qui va venir se coller à une autre molécule. On appelle ça une solution basique ou alcaline, avec un pH là supérieur à 7. On a notre solution, comme par exemple de la soude. Voici de la soude. Qui va se dissoudre dans l'eau cette fois, non pas en donnant un ion hydrogène, mais en attrapant un. Et le principe reste le même, on crée un déséquilibre qui va chercher à se rééquilibrer. Comme pour les acides, il y a des bases fortes et des bases faibles, et leur pH se calcule sur le même principe, donnant un résultat sur une échelle logarithmique, un pH de 14 étant 1 million de fois plus alcalin qu'un pH de 8. Les molécules de notre pauvre Edward Norton vont donc être en contact avec des molécules dont l'équilibre va chercher à se rétablir avec la chimie de sa peau. Avant de renverser la soude dessus, Tyler prend bien soin de mouiller ses lèvres avant de l'embrasser, et c'est ce qui va créer la base pour que la soude se dissolve dans l'eau de sa salive. Ça, c'est une brûlure chimique. Et quand il demande de l'eau pour nettoyer sa brûlure chimique, Tu peux faire couler de l'eau et ça ne fera qu'empirer les choses. on voit bien qu'effectivement ça ne pourrait qu'aggraver les choses, transformant la soude inerte en une base encore plus basique, avec un pH plus élevé, avec plus d'ions H+, qui se baladent et qui vont attaquer d'autant plus sa peau. Ou tu peux mettre du vinaigre pour neutraliser la brûlure. Mais le vinaigre, lui, est un acide. L'équilibre va donc se faire plus naturellement avec le pinard qu'avec la peau, et donc la réaction s'arrête. Question d'équilibre, l'acide va neutraliser la base. Sauf que, dans les faits, il vaut quand même mieux se laver à grande eau. Parce que la réaction avec le vinaigre va être exothermique. Elle va libérer de la chaleur. Donc, ça va arrêter le processus de manière un petit peu lente, et en même temps en créant de la chaleur en brûlant la peau autour le temps que la réaction se fasse. Le fait de mettre de l'eau va augmenter le pH, mais la réaction étant un petit peu lente, en mettant beaucoup d'eau, ça va atténuer la brûlure, et ensuite pouvoir évacuer la soude. Parce que oui, c'est un peu le principe, c'est pas aussi rapide que dans les films. Mais bien entendu, tous les acides ou les alcalins ne peuvent pas tout dissoudre uniformément. Notre estomac, par exemple, sécrète un liquide acide afin de digérer nos aliments, et pourtant notre estomac, lui, n'est pas digéré pendant le processus. Le téflon, par exemple, va être extrêmement difficile à dissoudre, comme on l'a vu dans cette très courte vidéo d'il y a très longtemps. Sa molécule étant parfaitement stable et complète, il n'y a aucun endroit pour un ion pour venir s'accrocher et donc altérer la molécule. Tout comme dans certains plastiques, par exemple dans les baignoires. Dans le cas de Breaking Bad, quand ils veulent dissoudre un corps, déjà tous les acides se valent pas. Je crois qu'ils prennent de l'acide fluorique, donc, ce qu'on vient de voir, mais certains acides ne vont pas réagir avec toutes les matières de la même manière. La peau, la graisse, les os, les dents sont très différents et vont pas réagir avec les mêmes acides. Et en plus de ça, la réaction prend du temps. Ça se fera pas en 3 minutes, clairement. Normalement, ça dépend de l'acide, de la composition de la baignoire. L'acide ne devrait pas pouvoir l'attaquer non plus. Sache que l'acide hydrofluorique ne s'attaquera pas au plastique, alors qu'en revanche, il dissoudra le métal, la roche, le verre, la céramique. Mais peut-être avait-il une baignoire en métal, et auquel cas, comme les armes qui dissolvent, l'acide effectivement aurait pu corroder le métal et finalement passer à travers comme l'eau détruit le fer avec la rouille. Mais les acides ne servent pas qu'à détruire. Enfin, si, mais disons qu'ils servent aussi à transformer pour faire autre chose. Enfin, bon, bref, les acides et les bases ont de multiples fonctions, comme déjà la digestion, digérer, donc casser les aliments en briques plus fondamentales pour qu'ensuite notre corps puisse les réutiliser, créer nos cellules, etc. Alors ça passe aussi par la mastication et plusieurs réactions chimiques, mais également par la dissolution acide. Les lessives utilisent le principe inverse des bases, justement pour enlever les taches de graisse qui vont être plus facilement détruites par une base que par un acide. Le desktop, par exemple, c'est pas un acide, c'est une base. On utilise les acides dans l'industrie pour séparer les différentes matières. On peut par exemple dissoudre de la pierre pour récupérer du minerai, de l'or, pour trier l'uranium, etc. dans le cas du nucléaire. On utilise de l'acide sulfurique pour produire de l'engrais, ou fabriquer des colorants, des explosifs, ou des plastiques, ou pour traiter les métaux contre la rouille. L'acide chlorhydrique permet également de nettoyer les surfaces métalliques, mais également la production de nombreux médicaments, ou pour équilibrer le pH dans les traitements des eaux usées et neutraliser les substances alcalines. L'acide nitrique est aussi utilisé pour la production d'engrais également, et les explosifs. On utilise de l'acide phosphorique pour créer des engrais, et de l'acide acétique pour créer des plastiques, de la colle,
du vinaigre ou le conditionnement de certains tissus. Pour les bases, l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle également soude caustique, est bien connu pour la fabrication des savons et détergents, utilisé pour la saponification des graisses et des huiles, très chères à notre ami Tyler Durden. On va donc récupérer des graisses, peu importe d'où elles viennent, pour pouvoir créer du savon. Ça sert également à traiter la pâte à papier dans la production de papier, ou pour fabriquer des produits chimiques comme le chlore et traiter les eaux usées comme dans les piscines. L'hydroxyde de calcium, ou chaux éteinte, est utilisé pour fabriquer du plâtre, également dans le traitement des eaux usées et la fabrication de papier. Le carbonate de sodium, aussi appelé la soude, à ne pas confondre avec la soude caustique, sert dans la fabrication du verre et les nettoyants industriels, et le bicarbonate de sodium pour neutraliser les acides ou absorber les odeurs, ou comme agent à lever dans la boulangerie. Les acides et les bases sont vraiment un monde absolument fascinant qui interviennent absolument partout autour de nous. Il n'y a pas un truc ou une personne que vous regardez autour de vous qui à un moment n'a pas nécessité l'utilisation d'acides ou de bases pour sa fabrication, dans sa chimie, ou tout simplement pour survivre, à commencer par vous. Merci aux potos Brusicor et Obian qui ont relu ce script. Je vous mets bien entendu tous leurs liens en description pour mieux comprendre tout ce bordel que ma modeste tentative. Merci à Wayfood d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez participer à l'effort de guerre, n'oubliez pas qu'il y a également les Tipeee. Partagez cette vidéo, parce que vraiment, en ce début d'année et en ce 25e anniversaire de Fight Club, rappelez-vous que la chimie, c'est vraiment un truc ultra cool. La chimie est partout.